Bienvenue dans ce nouveau numéro de PAF qui sera essentiellement consacré à la place de l'écologie dans l'élection présidentielle. Ce sont des questions essentielles puisque conditionnent l'avenir de la planète, l'avenir aussi de nos vies dans les 30 ou 50 ans qui viennent. Et puis peut-être aussi des questions philosophiques, on le verra. Est-ce que dans la primaire, il y a deux philosophies de l'écologie qui s'opposent? Pour en parler, Ghislaine Senet, bonjour. Bonjour. Vous êtes la présidente du groupe EELV au Conseil régional. Vous étiez d'ailleurs la tête de liste dans les Yvelines de cette... Absolument. Alors EELV, mais également Génération S. Et Génération S. Oui, c'est ça, parce qu'il y a une coalition. Écologie, en fait, c'est le pôle écologiste. Absolument. Avec nous, alors, Salomé Tellu, bonjour. Bonjour. Vous êtes, alors je suis ravi de vous avoir, vous êtes étudiante à Sciences Po Saint-Germain. Exactement. Et vous nous direz, justement, peut-être que pour les jeunes, c'est important, peut-être, l'écologie. Oui, en effet, c'est un grand enjeu. Guy Turquier de Borgard, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes conseiller municipal à Noisy-le-Roi, mais c'est pas pour ça que vous êtes là. Vous êtes un spécialiste de l'énergie, vous avez été au CEA, vous avez été conseiller d'Édith Cresson quand elle était Premier ministre, sur les questions d'énergie notamment. Et vous avez participé aussi à ce numéro spécial de Marianne sur l'écologie. Et on peut le dire tout de suite, vous êtes plutôt pro-nucléaire. J'expliquerai pourquoi on n'a pas beaucoup le choix. Et Jean-Charles Lajoigny, alors, c'est le vilain élève de cette classe, puisque lui, il abat des arbres. Puisque vous êtes éditeur. C'est issu de forêts bien... Enfin, je ne sais plus quel est le terme, raisonné, non TLC, oui. Voilà. Bon. Non, Donc voilà, on ne va pas vous condamner tout de suite. Et en plus, on fait des livres de poche, c'est plus petit. Voilà. On ne fait pas que des livres de poche. Et dans les livres de poche, non. Il y a les deux dernières parutions, dont du père. Voilà. De Jean-Baptiste Ferrero. C'est une histoire passionnante entre l'Espagne, la France, et sur l'histoire un peu de pieds noirs qui se retrouvent, enfin de fils de pieds noirs. Et amusant et passionnant. Et puis Emmanuel Varlet, en cavale. Voilà, Emmanuel Varlet, lui, c'est un ancien commandant de police, qui a pris sa retraite assez récemment et qui a écrit d'excellents romans policiers. Et là, c'est assez original, ça se passe dans une ZAD. Dans la forêt et tout, il y a assez peu de livres pour l'instant là-dedans. Oui, sur les arbres, oui, absolument. C'est vraiment très, très, très original et puis palpitant. Emmanuel Varlet, en cavale. Peut-être, avant de commencer, Ghislaine Senet, un mot sur ce qui se passe en Allemagne. Les Verts étaient très favoris à un moment, là ils sont à 14%. Alors ils vont se retrouver probablement au centre de la coalition et au centre des coalitions. Est-ce que ça serait avec le SPD, avec le CDU? Mais comment vous expliquez au fond un peu la chute? Puisqu'à un moment c'était le premier parti allemand. La chute, moi je crois que la grande difficulté que nous avons, nous les écologistes, c'est d'essayer de faire comprendre que le message qu'on essaie de faire passer, que l'urgence climatique va effectivement entraîner un changement de société et que face à la réalité, en fait, humainement, voilà, les personnes sont inquiètes et préfèrent finalement la solution de facilité, je dirais, parce que les décisions qui doivent être prises sont importantes et vont entraîner forcément des changements de vie. Donc moi, je crois réellement qu'il est difficile de faire passer les messages, et tant que l'ensemble de la classe politique ne portera pas un message de réalité, eh bien, nous aurons effectivement, au dernier moment, toujours des réticences, parce qu'on nous fait croire qu'on peut continuer comme avant, que la technologie, que le progrès nous permettra de vivre encore mieux. Mais encore faut-il savoir ce que veut dire encore mieux. Est-ce que c'est la crise sanitaire et du confinement? Est-ce que c'est mieux? Je n'en suis pas certaine. Alors vous avez déjà des questions qui vont nourrir cette émission. Une autre question quand même sur l'Allemagne. Vous pouvez intervenir évidemment. Hein. Alors il y a les questions énergétiques de l'Allemagne qui sont... On va dire un mot parce que... si vous voulez, parlez-y tout de suite. En 97, vous vous souvenez, la gauche arrive au pouvoir avec les écologistes. Dominique Voynet est ministre... Lionel Jospin, et l'année 97, une année très noire pour le nucléaire, comme vous le savez, puisque ça a été le début de l'arrêt de beaucoup d'aspects nucléaires. Et derrière, l'Allemagne a aussi ses élections, et les Verts ont une importance énorme. Et vous vous souvenez que l'Allemagne a abandonné la France sur l'EPR. Hein. Donc, si vous voulez, ce qui se passe en ce moment est très important pour nous aussi, de ce point de vue-là, par rapport au débat énergétique et au débat nucléaire, quel que soit le camp dans lequel on est. L'Allemagne a abandonné le nucléaire. L'Allemagne a abandonné le nucléaire, l'Allemagne, Siemens a abandonné le nucléaire, Schröder a abandonné le nucléaire, et puis au moment de Fukushima, on connaît bien l'histoire, Madame Merkel aussi. Donc c'est un sujet important pour la France de regarder ce qui va se passer dans cette coalition et les décisions qui vont être prises. Je trouve que vraiment c'est important. En fait.
Ouais, non, Madame Sonnet, vous partagez ça. Et sans aller jusqu'au fond du débat, mais elle a abandonné le nucléaire et évidemment l'énergie, c'est notamment le charbon, enfin, Et surtout pour le gaz russe. qui est polluant. Souvenez-vous, enfin, au fond, il y a eu un tropisme très fort, il y a toujours d'ailleurs un tropisme très fort de l'Allemagne par rapport à la Russie pour son énergie, Stream 1, Stream 2, enfin, le gaz, et donc elle a choisi le gaz, enfin, c'est clair, tout en faisant une alliance géopolitique. Mais bon, c'est au dépend de la France à ce moment-là. Alors, je dis, mais c'est un fait, quoi, voilà. Et alors, autre question, peut-être de relation avec l'Allemagne, on voit là, il y a des négociations qui vont avoir lieu, qui vont prendre d'ailleurs un certain temps, peut-être un mois, pour établir une coalition qui soit solide. C'est vrai que nous avons, nous, un système présidentiel où il n'y a que 2 candidats au deuxième tour. Ça marchait bien quand la France, il y avait la gauche, la droite. Est-ce qu'aujourd'hui, où il y a au fond 5 ou 6 forces politiques importantes en France, est-ce que c'est un système qui correspond encore à nos besoins démocratiques? Notre système en France, oui. C'est-à-dire dans une opposition. Système présidentiel, notamment. Oui, enfin non, il faut absolument qu'on arrive à le réformer. Enfin, on voit bien qu'il y a toujours l'incarnation de l'homme. J'ai dit l'homme. Providentiel, ou la femme. Ou la femme, mais malheureusement, bien souvent, c'est l'homme. Quoiqu'en Allemagne, ce n'est pas le cas, même si on risque d'avoir un retour de l'homme. Mais non, très. Même moi, si je le crois candidat SPD, je dis, je ferai une bonne chancelière. Je crois aujourd'hui qu'il y a vraiment nécessité à cesser, en fait, c'est ce bipartisme droite-gauche qui fait que lorsque il y a une alternance, que là qu'on va absolument casser ce qui a été fait pour pouvoir faire autre chose. Moi, je l'ai vécu à la région Île-de-France, quand Jean-Paul Huchon a perdu la région et que Valérie Pécresse est arrivée, que là qu'on a cassé toutes les politiques publiques pour en faire soit des similaires, soit des différentes. Mais on voit bien qu'il n'y a pas de continuité dans l'action politique. Or, aujourd'hui, l'urgence climatique nous demande à réfléchir sur le temps long et donc on ne peut plus à mon sens, casser pour que politiquement on puisse exister sur la scène en termes de communication, alors qu'il y a vraiment des objectifs, des priorités qu'on doit globalement tous ensemble se fixer. Et puis, c'est vrai qu'on a 6 forces politiques, en gros, aujourd'hui. Enfin, il y a la gauche, il y a les écolos, il y a le centrisme, il y a la droite républicaine, il y a l'extrême droite. On n'est plus un combat bipolaire, quoi. Est-ce qu'on a des institutions qui correspondent à ça? C'est une question qu'on pourrait se poser, quand même. Oui, enfin, moi je trouve que il n'y a pas tant de forces politiques importantes que ça. Et puis ce que disait Madame en disant droite-gauche, là c'est pas droite-gauche, c'était Macron contre l'extrême droite au 2e tour. Enfin, ça me paraît pas aberrant. Et bon, là pour l'instant, parler de la gauche, je veux dire, c'est quand même minusculissime. Les écologistes, on verra si jamais Sandrine Rousseau est candidate. Je pense pas que ça sera un parti très important pour l'élection présidentielle. Voilà. Donc il faut raison garder. Je veux dire, normal, il y a un candidat centre-droit, Emmanuel Macron, puis après on verra. Peut-être que la droite n'a pas à... Non, mais on n'est plus dans le bipartisme. Voilà. C'est ça que je disais. Est-ce qu'on a un système politique qui correspond à ce qui marchait quand on était dans une sorte de bipartisme, enfin, avec 2 grandes forces, quoi. Oui, mais ça fonctionne parce qu'il y aura tout. C'est une question qui pourra se poser, en tout cas. Il y a les législatives qui suivent et qui permettent de rééquilibrer, qui sont c'est plutôt sain, quoi. Vincent Couronne, sur ces questions? Oui, moi, ce que je trouve intéressant, c'est que, au fond, de ce que j'entends là, à vous écouter, c'est que, en fait, la protection de l'environnement, l'écologie, c'est devenu un sujet transversal au sein des partis politiques, c'est-à-dire qui n'est plus attribué ou la propriété d'un seul parti. Et ce à quoi ça me fait penser, en fait, c'est à l'évolution de l'état de droit. C'est-à-dire que qu'est-ce qui fait dans notre société consensus à gauche, à droite, y compris à l'extrême gauche, à l'extrême droite en passant par le centre, et que nous nous engageons tous en fait à respecter quelle est la voie sur laquelle nous voulons tous aller. Alors évidemment, un de ces consensus, c'est on ne fait pas de traite des êtres humains, pas d'esclavage, on vit en démocratie, a priori ça fait encore consensus. Et aujourd'hui, on se rend compte que le dérèglement climatique, c'est aussi un de ces points désormais qui s'est suffisamment solidifié dans notre société, suffisamment ancré et qui fait suffisamment consensus pour que, ça fasse partie désormais
eh bien, de notre état de droit. Notre droit est modifié par le dérèglement climatique et par la lutte contre ce dérèglement climatique. Eh bien, il y a fort à parier que, un peu comme le féminisme, je veux dire, même aujourd'hui, Marine Le Pen se réclame féministe. Je veux dire, ce sont des choses, en fait, qui font suffisamment consensus dans la société pour que, probablement, en fait, demain, nos constitutions, l'Union européenne et peut-être même la société internationale soient prêtes, peut-être, et mûres pour avancer sur ces questions-là. Salomé Trélu, justement, les jeunes, on voit bien, hein, il y a parlé ici beaucoup du manque d'engagement des jeunes dans la politique, mais il y a beaucoup d'engagement associatif, et notamment dans le domaine écologique. Vous Oui. sentez ça? Oui, on l'a vu dans les nombreuses manifestations, notamment il y a 2 ans pour le climat. De nombreux jeunes s'étaient mobilisés tant à Sciences Po que dans mon entourage pour justement le climat et en faveur du changement. Après, pour revenir aux propos de Général et de Vincent Couronne, il pourrait être intéressant d'avoir plus peut-être une écologie de fond et une présidente ou un président écologiste en 2022 pourrait justement permettre de faire évoluer plus en profondeur les choses sur la question de la transition écologique. En comparaison à justement la droite ou la gauche qui pourrait juste placer l'écologie en partie dans leur programme sans en faire une de leurs priorités et un de leurs grands axes de changement. Eh bien justement, on va aborder cette question de la primaire écologique, savoir est-ce que ça a été une réussite ou un échec. C'est le premier thème de cette émission. J'appuie là-dessus, c'est vert. Alors, deuxième tour, Sandrine Rousseau, Yannick Jadot. Je vous demande pas pour qui vous êtes, parce que vous êtes obligé, en tant que présidente du groupe, de garder comme ça votre vote pour vous-même, vos convictions pour vous-même. On va parler peut-être ensuite des différences, peut-être philosophiques, à mon avis, entre les deux candidats, ce que représentent les deux candidats, mais il y a un socle commun. Absolument, il y a un socle commun. C'est le programme qui a été élaboré au sein du pôle écologiste et du parti Europe Écologie Les Verts. C'est-à-dire qu'on a 2 personnalités avec deux axes de développement qui sont différents, 2 approches différentes, mais avec de toute façon un programme commun. Je peux entendre que ce soit un petit peu compliqué parce qu'on a une habitude à ce que chacun, en fait, dans les élections présidentielles, nous avons toujours eu historiquement des personnalités qui défendraient leur propre programme. Nous avons un programme commun. Mais nous avons une façon une stratégie, que ce soit au travers de ce que développe Sandrine Rousseau ou Yannick Jadot, qui est une approche différente. C'est-à-dire qu'on voit bien... c'est pas juste un concours de beauté, quand même. Non, c'est pas un concours de beauté. Non, on voit bien qu'on a une Sandrine Rousseau qui veut absolument d'ores et déjà faire entendre le fait qu'il y a vraiment un changement, une transformation à mettre en œuvre. Et elle dit il faut mettre tout de suite les choses sur la table. Et puis nous avons un Yannick Jadot qui est député européen, qui lui a plutôt l'habitude de travailler dans le consensus. Il vise le même objectif, mais lui dit il faut qu'on avance progressivement, il faut qu'on amène à la transformation et il faut être avec tous les acteurs pour les accompagner dans cette démarche. Donc c'est l'approche qui est différente, mais les objectifs restent les mêmes, c'est-à-dire la sortie du nucléaire en 2050 qui est un scénario développé par l'ADEME ou Négawatt, c'est exactement le même objectif. La rénovation thermique des bâtiments, le travail sur la démobilité, toutes ces questions-là, en fait, elles sont partagées. Elles sont partagées par tous les candidats. Jadot partage par exemple les délires écoféministes de Sandrine Rousseau. Sandrine a effectivement une Pourquoi délire? C'est un courant. On a le droit d'avoir un avis encore, enfin j'espère. sur le féminisme, parce que c'est son parcours qui fait qu'effectivement c'est une bataille très forte. Nous, les écologistes, nous avons toujours été, nous défendons l'écoféminisme. Ah bon bien sûr. D'accord. Oui. Donc ça toujours. On est contre les discriminations. On essaie de faire en sorte qu'effectivement le patriarcat puisse évoluer. Et nous pensons que la prédation de l'homme sur la femme, c'est exactement, il y a des similitudes avec la prédation de l'homme sur la nature. Donc le mâle blanc, c'est l'ennemi, quoi. Mais en fait, pas du tout. Ah bon? Pas du tout. Moi, j'ai un mari, c'est pas... je vis entourée d'hommes, mais par contre,
Par contre, oui, on travaille pour faire en sorte que la femme ne soit pas cantonnée à être chez elle, élever ses enfants, faire le ménage et puis s'occuper de la société. Mais oui, mais en fait... Jusqu'où? Enfin, c'est-à-dire que quand vous promenez dans la rue ou dans le train et que il y a des choses très naturelles qui se font, hein, l'homme qui prend la place, c'est des petites choses, un urbanisme qui ne donne pas la place à la femme. C'est voilà le rôle, la place des poussettes par exemple quand on était, parce que je ne le suis plus, mais en tant que femme enceinte, il y a des choses dans la société qui peuvent évoluer, mais ça ne veut pas dire que bien évidemment on exclut complètement les D'accord, hommes. mais on n'a pas entendu beaucoup Sandrine Rousseau, et vous en faites l'écho, qui veut défendre la place de la femme, et elle a tout à fait raison là-dessus, mais vis-à-vis des femmes voilées entièrement, etc., j'ai pas l'impression que Sandrine Rousseau soit particulièrement choquée par, et ça me paraît pas être une vision de la femme. Alors l'autre caractéristique des écologistes, c'est que nous sommes réellement très respectueux de la loi 1905. Oui. Et donc nous avons de vraies valeurs républicaines, et donc pour nous la laïcité effectivement a un rôle certain, et donc nous pensons que toute personne a le choix de pouvoir exercer ou je sais pas comment on dit, mais sa religion, et que donc en l'occurrence, lorsqu'on est face à des discriminations, lorsqu'on est face à des femmes qui sont obligées bien évidemment on va lutter, mais il y a aussi des femmes qui font le choix de vivre de leur religion, et donc c'est cet équilibre là qu'il faut trouver. Tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir. On le sait. Et donc, nous, en tout cas, nous sommes pour ces équilibres-là. Et l'écoféminisme est un courant important de l'écologie. Plus profondément, est-ce que on n'est pas dans la même coupure, au fond, que ce qui séparait les communistes et les sociodémocrates? C'est-à-dire que Yannick Jadot serait plutôt quelqu'un de réformiste, qui veut réformer le système. Sandrine Rousseau, elle le dit d'ailleurs, elle veut le changer. Elle dit, en gros, il n'y aura pas de progrès écologique si on ne change pas le système capitaliste. En gros, c'est ça, sa thèse. Mais il faut changer le système, et je suis convaincue que Yannick Jadot pense qu'il faut changer le système. On ne peut pas continuer à avoir ce développement, cette recherche de croissance perpétuelle, cet extractivisme, cette exploitation des ressources naturelles. Il va falloir changer le système. Mais la façon dont on va l'exprimer, en fait, elle se retrouve ici dans le cadre de la primaire et ensuite dans la présidentielle, c'est-à-dire que Sandrine Rousseau dit il faut d'ores et déjà immédiatement dire ce qui va se passer en 2050, en 2030, en 2050, quelles sont les restrictions, qu'est-ce qu'il faut vraiment, où sont les efforts à faire. Et Yannick Jadot, lui, a une approche différente, il a exactement les mêmes objectifs, mais lui, il dit travaillons avec les citoyens, travaillons avec les acteurs et faisons en sorte, comme à la Convention citoyenne, présentons les choses et travaillons pour que chacun puisse prendre conscience et du coup agir. Et je crois que c'est simplement mais peut-être, d'ailleurs je suis en train d'y penser, mais c'est peut-être aussi l'expression masculine et féminine, c'est-à-dire que quand on est confronté parfois à prendre des décisions, la femme, elle est tout de suite confrontée à la réalité des choses et elle dit fixons les choses, alors que l'homme va plutôt dire comment on va y arriver. C'est peut-être la tout femme serait simplement plus radicale et l'homme plus. C'est-à-dire que quand elle doit gérer plein de choses en même temps, à un moment donné, il faut qu'elle aille. Il faut prendre des décisions, il faut qu'elle aille plus vite. Salomé, là-dessus. Sur la différence entre plus Sandrine qui paraît radicale et Yannick Jadot qui paraît plus réformiste, c'est vrai que je connais pas forcément tous les programmes en détail et j'ai pas suivi non plus tous leurs interviews, mais a priori je pense qu'un système plus radical permettrait de changer l'action politique plus en profondeur et du coup aurait plus de conséquences positives sur le futur. Après c'est vrai que je me suis pas intéressée spécialement à toutes leurs interventions, donc je pourrais pas vous répondre en détail sur... Guy de Beauregard, sur cette coupure entre les écologistes. Alors il y a quand même, comme dit Ghislaine Sonnet, il y a quand même les fondamentaux, dont la sortie du nucléaire, on va en reparler tout à l'heure. Moi, ce qui me frappe, avoir été au gouvernement, ce qui me frappe actuellement, si vous voulez, c'est qu'on les partis politiques sont obligés d'avoir des marqueurs pour pouvoir être écoutés. Et moi, ce qui me gêne, et je l'ai connu dans certains partis, c'est le manque de travail pour véritablement proposer un plan qui soit, non pas un plan avec
un titre et une date, mais une démonstration de pourquoi un titre et une date, etc. Et ça, ce travail, je pense qu'il faut absolument le faire. C'était une des forces de Merkel, du reste. C'était une physicienne, donc elle avait une approche et un discours très discursif. Elle démontrait pourquoi elle prenait cette position. Et je dirais que quand elle a pris la décision de travailler nucléaire, elle l'a fait de manière émotionnelle, alors qu'elle était, entre guillemets, pro-nucléaire avant. Donc, vous voyez, c'est ça qui me gêne dans les partis, tout confondu, que ce soit l'écologie ou les autres. C'est la place de l'émotion plus que de la raison, quoi. Oui, oui, absolument. Non, mais ça c'est le scientifique qui parle. Le problème aujourd'hui, si vous voulez, c'est qu'on est tous citoyens soumis à une série d'informations considérables. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, autrefois dans son village, on avait accès au canard local. Maintenant, avec Internet et tout, on sait tout sur tout. Et les gens sont un peu perdus quand même. Vraiment, les gens sont perdus. On est les premiers à être perdus. Et pour pouvoir dominer ce sujet mondial, on parlera tout à l'heure du nucléaire. Moi, je pense que sur le nucléaire, il faut être radical. On parlera de radicalité. Mais je pense qu'il faut que les partis politiques ont un devoir de pédagogie et d'explication extrêmement fort à faire, ce qui est très compliqué, mais il faut le faire. Et ça rend les citoyens responsables au lieu de les rendre, entre guillemets, réactifs et émotionnels. Voilà, c'est juste ma remarque là-dessus. Vincent Couronne, sur cette... est-ce qu'il y a au fond, deux philosophies écolo qui s'opposent ? Sur la radicalité, moi, il y a un sujet, c'est sur la question de l'impôt, que je trouve la différence entre Yannick Jadot et Sandrine Rousseau intéressante. Parce que Sandrine Rousseau propose notamment un impôt sur le revenu, enfin une tranche d'impôt sur le revenu à 80% sur les plus hauts revenus. Ce qui est intéressant, c'est que ça ressemble beaucoup en fait à la proposition qu'avait fait Jean-Luc Mélenchon lors de sa campagne en 2017, où il voulait... Ou François Hollande. Pardon ? Ou François Hollande. Ou François Hollande. Avec 75%, oui. C'est que la grande différence, pour moi, Sandrine Rousseau est bien plus radicale même là-dessus que Jean-Luc Mélenchon, parce qu'elle veut un impôt à 80% pour les revenus à partir de la tranche au-delà d'à peu près 60 000 euros par an, alors que Mélenchon proposait 90% au-delà de 400 000 euros, un des revenus de 400 000 euros. François Hollande, c'était 75% au-delà de 1 million d'euros de revenus. Absolument. Donc là, pour Sandrine Rousseau, on est vraiment sur un impôt qui serait là, le Conseil constitutionnel l'avait déjà dit pour François Hollande, la Cour européenne des droits de l'homme l'a déjà dit aussi, qui serait clairement confiscatoire. Et donc là, on est vraiment dans une proposition qui est extrêmement radicale par rapport même à Jean-Luc Mélenchon, qui passe du coup pour un modéré. Beaucoup plus modéré. mais moi, j'ai une question quand même à poser à Ghislaine Senet, pardon. Quand elle parle d'écoféminisme et l'écoféminisme, je comprends bien en fait cette idée selon laquelle on considère que dans l'histoire, les hommes qui ont mené le monde ont mené le monde par un système d'oppression colonialiste, capitaliste, etc. Pourquoi pas ? Ok, à la limite. Mais est-ce que l'écoféminisme aujourd'hui n'est pas complètement dépassé ? C'est pas quelque chose qui, en fait, une pensée du passé, tout simplement parce que vous donniez l'exemple tout à l'heure il n'y a pas de place pour que les femmes puissent pousser leurs poussettes dans la rue, mais les hommes aussi poussent leurs poussettes, portent des poussettes dans la rue aujourd'hui. En bas de chez moi, il y a une crèche, une école maternelle, et le matin, il y a autant d'hommes que de femmes qui poussent les poussettes. Et en fait, la question que je me pose et que j'ai envie de vous poser, c'est est-ce que l'écoféminisme n'est pas en fait regarder le présent à travers une aide du passé, alors qu'en fait l'avenir est à l'égalité entre les hommes et les femmes ? C'est une bonne question. C'est une excellente question et je crois qu'effectivement, aujourd'hui, si maintenant dans l'espace public il y a un petit peu plus de place pour les poussettes, c'est parce que justement un jour, un homme a commencé à en pousser une et que les choses ont évolué dans ce sens-là. Mais par exemple, typiquement le dosage des médicaments. Enfin, quand on regarde les études, en fait, elles sont historiquement, ça a été pour l'homme moyen, un certain poids, etc. Et c'est après qu'on développe des doses qui sont et pour les femmes et pour les enfants. Maintenant, systématiquement, on l'intègre, mais historiquement, on ne le faisait pas. Donc, il y a encore plein de combats sur lesquels il faut encore avancer. Et heureusement, effectivement, il est vrai qu'on arrive à une société qui est beaucoup plus égalitaire, mais on n'y est pas encore complètement. Donc, l'écoféminisme, non, n'est pas un combat d'arrière-garde. Il faut continuer à maintenir la pression, mais comme les écologistes ont continué à mettre la pression sur les enjeux climatiques et le réchauffement climatique depuis maintenant 40 ans. Le triptyque de Sandrine Rousseau, c'est prendre, utiliser, jeter, qu'elle applique aux ressources naturelles, mais aussi au corps des femmes, mais aussi au corps des immigrés, etc. Un mot, après on va passer au nucléaire, un mot quand même sur la décroissance, qui était la grande thèse de Delphine Batho pendant la primaire, mais qui est reprise par Sandrine Rousseau.
Ça veut dire quoi, la décroissance? Parce qu'on dit chez des théoriciens de l'écologie que la décroissance, ça voudrait dire la division du pouvoir d'achat par 3. En fait, la décroissance aujourd'hui... Ce serait énorme. Hein. Les Gilets jaunes, ils sont sortis pour moins de ça. Hein. Bien sûr, mais ça va dépendre aussi, finalement, c'est du niveau de vie auquel on souhaite accéder. En fait, on a aujourd'hui, on sait, des stocks de ressources naturelles limités. On sait que bientôt, on n'aura plus de stock. C'est-à-dire que là, nous sommes en train de taper dans le stock des générations futures. Ce qui veut dire qu'il faut aujourd'hui qu'on puisse considérer que nous vivons à un niveau de vie, particulièrement en France, qui permet de répondre à tous les besoins, voire aujourd'hui, on a des objets qui ne répondent plus à des besoins que nous avons. On nous fabrique des besoins. Typiquement, le débat qu'on a aujourd'hui sur la 5G, est-ce qu'on a besoin, il y avait toujours l'exemple frappant du chirurgien aux États-Unis qui pouvait opérer dans le monde entier. Finalement, autant former et avoir des chirurgiens directement dans notre pays pour pouvoir le faire. Est-ce qu'on a besoin d'un téléphone qui, en 3D, nous permet de nous diriger? Est-ce qu'on a besoin d'avoir un frigo connecté qui nous dit ce qu'il y a dedans et ce qu'il faut commander? Je ne le pense pas. La décroissance, c'est ça. C'est-à-dire, aujourd'hui, soyons très clairs sur les ressources que nous avons et voyons jusqu'où nous pouvons aller. C'est-à-dire que d'être toujours systématiquement dans le progrès, d'être toujours... on est sur la suractivité. C'est Hopkins qui disait la croissance, c'est bien. Un enfant, il grandit, c'est très bien. Mais quand il a atteint 1m80 et qu'il arrive à 1m90, 2 mètres, 2m30 et qu'il mange beaucoup plus que ce qu'il y a dans le foyer, à un moment donné, ça pose problème. Et nous, en tout cas dans l'hémisphère nord, on en est là. C'est-à-dire qu'on consomme beaucoup trop de ressources naturelles, on dégage beaucoup trop de CO2 et que donc il faut absolument aujourd'hui que nous puissions arrêter cette course en avant systématique de la croissance parce que elle ne sert aujourd'hui plus à rien si ce n'est d'épuiser le monde dans lequel nous sommes. Voilà ce que c'est pour nous. D'accord. Et c'est vrai que la surconsommation rend pas forcément plus heureux. Mais absolument. mais quand on dit décroissance, ça veut dire peut-être aussi moins d'emplois, ça veut dire peut-être plus de chômage, ça veut... En fait, aujourd'hui, il y a moins d'emplois et il y a toujours plus de chômage. Hein. Ça veut aussi dire moins de recherche, moins de science, moins de progrès, et que vous offusquez qu'on puisse voir à travers un frigidaire, ok, très bien, mais derrière toutes ces recherches, il y a aussi des recherches sur la science, des recherches sur la lutte contre les maladies, etc. Et donc, c'est une logique, c'est très amusant, c'est très payant de dire, est-ce qu'on a besoin d'un téléphone avec un hologramme? Bien sûr que non, mais bon, ça, vous allez convaincre qui des gens qui sont assez gogo. Et derrière ça, on sait bien qu'il y a des millions d'autres choses on s'en fout de l'hologramme. Mais la recherche scientifique, c'est extrêmement important. Mais bien sûr que la recherche scientifique, c'est important. Vous ne pouvez pas balayer ça d'un verre de main. Ok, la santé, en fait, à un moment donné, il faut mettre un petit peu d'éthique. Oui, la santé, il faut continuer à faire ça. Oui, l'énergie, il faut continuer à faire de la recherche. Mais est-ce que dans la consommation quotidienne, vous avez encore besoin de faire de la recherche? Est-ce que vous avez besoin de militariser... On sait très bien que c'est lié. Mais bien sûr que ce sont les mêmes chercheurs, les mêmes ingénieurs, les mêmes... Bien évidemment. C'est exactement comme le débat entre le civil et le militaire. Non, mais c'est un débat philosophique majeur, parce que finalement, aujourd'hui, on est confronté à 3 grands problèmes. Vous l'avez dit tout à l'heure, on est confronté au réchauffement climatique, on est confronté à l'épuisement des ressources naturelles et on est confronté à la pollution. Et tout ça, c'est lié. Donc l'homme aujourd'hui sur cette terre, il a quand même des problèmes sérieux à résoudre. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il est très angoissé. Hein. Une bonne partie les gens prennent conscience de ça. C'est-à-dire que l'humanité, plus que l'humanité, la terre entière, les animaux, la plante, etc., sont menacés aujourd'hui par ce qu'on appelle l'anthropocène, c'est-à-dire l'action de l'homme. Donc c'est quand même philosophiquement compliqué. Donc je comprends qu'on réagisse sur tout ça, mais le ciel nous tombe sur la tête. Moi je dis qu'Astérix et Goscinny avaient raison, le ciel nous tombe sur la tête. Hein. Oui, donc c'était la seule crainte qu'ils avaient, ils avaient raison. Enfin, l'avenir n'est plus ce qu'il était. Donc je veux dire, j'ai du mal à répondre à ça. Enfin, moi j'aime bien, vous savez ce que disait Einstein, il dit un problème sans solution est un problème qui est mal posé. Posons bien le problème, quoi. Posons bien le problème. Et il est compliqué, quoi. C'est vrai. Vous avez raison. La recherche, c'est le moteur de l'homme, c'est ce qui le motive tous les matins à se lever, parce qu'il veut toujours plus. Hein. Mais ça a des conséquences sur les ressources. Donc, je ne vais pas trancher le débat, mais enfin, il est compliqué. Hein. C'est pour ça que les dirigeants ont une responsabilité absolument considérable. Et l'Europe, en particulier, peut-être seule, peut sur cette planète faire quelque chose par rapport
quelques fous autocrates qu'on voit, et je n'aurai personne. C'est vrai que, oui, l'Europe a un rôle. Après, on en parlera, parce que certains disent aussi, on peut faire tous les efforts qu'on veut en France, mais c'est pas l'épaisseur du trait, quoi. C'est 1%, donc on émet 1% des effets, des gaz à effet de serre. Donc même si on se privait tous de voitures, de transports, etc., ça ne changerait rien à la figure du monde. C'est un argument qu'on entend, hein. Oui, mais bien sûr, mais enfin on trouvera. Mais c'est l'hémisphère nord, en fait. C'est tous les pays industrialisés aujourd'hui qui doivent effectivement faire des efforts. Mais quel sens on donne en fait à tout ça? Enfin, moi je pense que, d'une manière, on vit pourquoi? Pour transmettre, pour effectivement certainement s'émanciper, s'épanouir. Mais quelle est la limite à un moment donné? On sait qu'aujourd'hui, nous sommes obligés de nous fixer une limite. Moi, mon moteur, c'est faire en sorte que mes enfants, peut-être mes petits-enfants, en tout cas j'espère, puissent vivre dans un monde viable. Et tout le monde devrait partager ça. Enfin, je veux dire, comment aujourd'hui on a des jeunes générations... Justement, Salomé, ça serait intéressant... Sur les questions de décroissance, je trouve ça particulièrement intéressant, les recherches qui ont été faites sur la décroissance d'un point de vue économique. Parce qu'on voit bien que notre système économique actuel, il est plus soutenable et à un moment, en fait, la décroissance va nous être imposée par le manque de ressources pour alimenter ce système économique. Donc ce qui est particulièrement intéressant, et c'est notamment abordé dans dans les interviews de Yannick Jadot ou de Sandrine Rousseau, c'est cet aspect économique de la décroissance. Il faut mieux qu'on prenne le problème à la source et qu'on le règle selon notre manière, avec plusieurs possibilités, plutôt qu'on se retrouve face au problème dans 20 ans et qu'on se retrouve un peu imposé face à un mur, notre manière de régler ce problème-là. Donc c'est particulièrement intéressant, notamment sur la décroissance économique. Vincent Couronne ? Oui, je ne sais pas si on peut vendre aux Européens, aux Français, l'idée qu'on va décroître, on va faire décroître le PIB, etc. C'est quand même compliqué politiquement à vendre. Et on sait bien que en politique, c'est essentiellement le court terme qui l'emporte, etc. Alors, comment est-ce qu'on fait? La question de la croissance, elle se calcule, c'est le PIB. Par rapport c'est une notion économique, donc c'est le PIB. Donc la question, c'est de savoir comment est-ce qu'on pourrait éventuellement modifier la façon dont on calcule le PIB pour arriver à peut-être une décroissance économique, je ne sais pas, mais qui n'apparaisse pas comme une décroissance du PIB. Par exemple, est-ce qu'on ne pourrait pas introduire dans le PIB la question de la protection de la biodiversité? C'est-à-dire que si on diminue la biodiversité en Europe, ça fait diminuer le PIB, en fait, diminue. Ce qui fait que du coup, on serait obligé en fait de protéger la biodiversité, protéger le climat pour avoir un PIB qui est en croissance. C'est quand même une notion économique, aussi le dérèglement climatique. Chaque année, il coûte à ce jour, le dérèglement climatique, 1700 milliards d'euros dans le monde. En 2075, il devrait coûter à peu près 30 000 milliards d'euros par an, le dérèglement climatique. Ça, c'est le presque consensus des économistes qu'on a en 2021 sur la question. C'est énorme, hein. Donc, c'est énorme. Donc, en fait, pourquoi pas inclure, en fait, dans le PIB, ce calcul-là. Et donc, du coup, au lieu d'avoir une décroissance de l'économie, on aurait une croissance, en fait, de notre bien-être économique, environnemental, etc. Et bon, voilà. Comment est-ce qu'il faut qu'on fasse? Le PIB, aujourd'hui, se calcule. Son calcul est fixé par une loi européenne qui a été adoptée en 2013, donc il y en avait déjà une auparavant. Et donc, c'est le Parlement européen et le Conseil, clairement, qui vont décider de comment est-ce qu'on calcule demain le PIB. Donc, c'est sur le Parlement européen et le Conseil de l'Union européenne qu'il faut agir. Je rappelle qu'en 2013, le Parlement européen et le Conseil ont ajouté dans le calcul du PIB la prise en compte du trafic de drogue et de la prostitution. Comme quoi, dans le PIB, on peut y mettre plein de choses. Oui, on peut mettre ce qu'on veut dans le PIB. Après, il y a aussi d'autres courants écologistes, pour ça, alors qui sont moins connus, comme l'écomodernisme, notamment. C'est plutôt Luc Ferry qui en est fait le porte-parole un peu en France, qui concilient, eux, la croissance et l'écologie, hein. Mais c'est pas un courant très représenté. Moi, je crois, si on a besoin de se rassurer derrière un PIB qui continue de croître et qu'on modifie, faisons-le. Mais en fait, ça ne règle pas. Mais ça change rien ça change rien du problème, au fait que nous avons aujourd'hui des décisions à prendre pour que notre monde reste viable. Alors, on va passer au deuxième thème qui est assez essentiel de cette émission. C'est peut-on sortir du nucléaire? Alors, je rappuie comme ça. Peut-on vraiment sortir du nucléaire? Alors, vous nous l'avez rappelé, la sortie du nucléaire pour les écologistes, c'est 2050.
Pourquoi il faut sortir du nucléaire? Pourquoi il faut sortir du nucléaire? Parce qu'on a différentes bonnes raisons. La question des déchets qui a toujours prévalu. 2, il y a la question de l'uranium, de la ressource. Nous, depuis 2001, on n'a plus de mines et donc on est très dépendant d'autres pays. On a également la question du dérèglement climatique qui fait que nous avons aujourd'hui des centrales vieillissantes. Dans le nucléaire, on peut pas du coup faire de la rénovation et faire du neuf avec du vieux. Enfin, quand on voit le dérapage des EPR, on voit bien que les centrales nucléaires que nous avons aujourd'hui, qui ont entre 30 et 40 ans, enfin la dernière, je crois, a été fait dans les années 2000, mais enfin les plus anciennes, en tout cas aujourd'hui, n'ont plus la capacité de pouvoir se moderniser et en tout cas se mettre au pas. Et puis la dernière raison qui moi me semble importante, c'est que en France, le nucléaire a vraiment freiné la transition énergétique, a vraiment freiné par le lobbying, en fait, le développement des énergies renouvelables. Et ça pose réellement un sujet. Et c'est pour ça que nous pensons qu'il y a réellement besoin de faire une transition avec le scénario Négawatt, qui certes fait monter les énergies renouvelables, mais surtout qui fait aussi décroître la consommation énergétique. C'est pas juste un marqueur politique chez les écolos, la sortie du nucléaire. Ça pourrait être ça. Il y a toujours des mythes dans les partis politiques. Mais enfin, on sait bien qu'aujourd'hui, l'urgence climatique et l'accélération des émissions du CO2 a fait en sorte qu'on a pris nous-mêmes, quand même, il me semble, conscience sur le fait qu'effectivement, il faut qu'on travaille beaucoup plus sur la transition. Il faut qu'on arrive, en tout cas en France, nous aimerions bien avoir une mixité énergétique qui nous permette effectivement, à 2050, et réduction des énergies, à pouvoir faire cesser ces centrales qui sont aujourd'hui dangereuses, qui font que on a, enfin, Fessenheim, c'est aujourd'hui on a des piscines remplies de combustible qu'il va falloir au fur et à mesure traiter, confiner, mettre dans un coin. C'est 40 ans de démantèlement. C'est 2040, Enfin, on est en 2020, ça fait 20 ans, donc 2040 pour démonter une centrale nucléaire. Et donc c'est maintenant qu'il faut que l'on commence oui, parce que c'est très long. En effet, mais bien sûr, c'est très long. Et là, il y a toujours ce danger. Il y a des écologistes qui sont pour la lutte contre le réchauffement climatique, comme Jean-Marc Jancovici notamment, qui sont très pro-nucléaire, qui disent on ne peut pas se passer du nucléaire, ça serait une erreur. C'est aussi, Guy Turquet de Beauregard, votre thèse. Oui, c'est un débat, à mon avis, qu'il faut prendre d'abord sur le côté scientifique. Et tout ça procède, au fond, d'une équation que Einstein a trouvée en 1905. C'est une année miraculeuse pour la physique. Einstein fait 4 publications qui pouvaient donner 4 prix Nobel. Il faut quand même extraordinaire. Et sa fameuse équation, c'est E égale mc2. Oui. C'est-à-dire que E égale mc2, ça veut dire quoi? Ça veut dire que toute variation de la masse de l'atome, dont ce noyau en particulier, entraîne une variation d'énergie. Et ça veut dire quoi concrètement pour nous? Ça veut dire qu'un gramme d'uranium-235 qui fissionne, c'est équivalent à 2 millions de grammes de pétrole, 3 millions de grammes de charbon. Ça veut dire que la loi de la physique, de la nature, nous offre une loi extraordinaire qui est le nucléaire. C'est une loi extraordinaire. Je vous rappelle que quand même, l'essentiel de l'énergie qui vient sur Terre est d'origine nucléaire. Le Soleil, c'est un immense réacteur thermonucléaire. Un immense réacteur nucléaire. Vous connaissez les conséquences du Soleil. La géothermie, c'est la radioactivité de la Terre, etc. Donc on voit que c'est une loi qui nous est donnée par la physique. On peut faire abstraction de cette loi, mais c'est quand même une loi qui est extraordinaire. Alors, le péché originel du nucléaire, c'est quoi? Finalement, c'est Hiroshima. Même Einstein a été effrayé. C'est l'utilisation. Même Einstein a été lui-même effrayé par ce qu'on en faisait. Ça, c'est une vérité. L'utilisation militaire. Si vous voulez. Voilà. Mais se dire que le nucléaire... c'est mauvais parce qu'il y a eu Hiroshima, parce qu'il y a Fukushima, c'est faire abstraction de quoi? C'est faire abstraction des 50 milliards de tonnes qu'on émet de CO2 chaque année. Ça, c'est des déchets, pour moi, monstrueux. On voit les conséquences aujourd'hui. Le nucléaire n'émet pas de CO2. Le nucléaire n'émet pas de CO2. Moi, ce que je veux dire, c'est que toute action physique, industrielle, etc., procède des déchets, crée des déchets, etc. Ça n'existe pas. Je veux dire, donc ça veut dire, on parle des déchets radioactifs. Vous dites, madame, que le déchet est un problème. Moi, je pense que c'est exactement le contraire. L'immense avantage des déchets nucléaires, c'est qu'ils sont
en masse peu nombreux, 65 000 tonnes de combustible par an par rapport aux 45 milliards de tonnes de CO2, c'est quand même rien du tout, c'est 1 million de fois moins. Deuxièmement, ils sont hyper traçables. Et troisièmement, la France, qui est de ce point de vue-là est un exemple, a fait un plan de gestion des déchets nucléaires qui fait qu'on sait exactement où ils sont, comment ils sont, etc. Mais toutes les autres activités industrielles, on s'en fout. Je veux dire, il n'y a pas de suivi, alors qu'on est pollué, c'est absolument pour moi hyper paradoxal ce discours sur le déchet. Pour moi, c'est un non-problème absolu. C'est un problème technique, il faut le faire admettre par la population, etc. Mais par rapport à ce qu'on est en train de faire, ce poison lent du CO2, pour moi, c'est un problème beaucoup plus simple. Enfin, je veux dire, Alors, j'ajoute que le ciel nous est déjà tombé sur la tête en 1973. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais en 1973, l'économie mondiale s'est arrêtée avec le crise pétrolière. Bon, comment a réagi le gouvernement français? Pour moi, alors, à l'époque, il a réagi de manière extrêmement intelligente. C'est-à-dire qu'il a réagi en faisant une véritable filière nucléaire, comme on dit, de la mine jusqu'en l'enrichissement, les centrales, et puis le retraitement derrière et les déchets. Il a fait quelque chose qui est admiré dans le monde entier. Et nous, on est là à dire c'est nullité. Enfin, pour moi, alors, bien sûr qu'il y a des risques. Moi, il se trouve que j'ai été exploitant nucléaire, donc j'ai connu ce qu'était l'autorité de sécurité nucléaire en France. Et si vous voulez, en France, on peut être fier de cette autorité indépendante. Je dis, moi, la chose suivante, déjà, Fukushima. Quand on regarde Fukushima et puis l'accident de Tchernobyl, ce sont deux accidents qui sont liés à l'absence d'autorité de sûreté nucléaire indépendante. C'est-à-dire ces deux problèmes démocratiques majeurs, si vous voulez, entre TEPCO au Japon et le gouvernement, etc. Il y avait une collusion qui était inacceptable. En France, je peux vous dire, moi j'ai subi les fruits de l'autorité de sûreté nucléaire. Elle est vraiment indépendante et elle est très dure. D'où les augmentations de prix que vous mentionnez, très justement d'ailleurs. Hein. Mais on peut pas s'en passer. Je veux dire, franchement, je pense qu'on ne peut pas s'en passer. Alors vous avez raison, c'est transitoire. On a l'uranium, c'est vrai, c'est clair, c'est limité, ça nous fait quelques centaines d'années. Et puis derrière, éventuellement, il y a le plutonium. Bon, tout ça pose des problèmes, je ne dis pas que ça n'en pose pas. Mais on a des solutions transitoires. Jankovic a raison. Probablement que la science et la technologie vont nous aider à trouver d'autres solutions, c'est vrai. Mais je ne vois pas comment on peut se passer du nucléaire. Donc, transitoirement... Et en plus, il y a une baisse des autres ressources. Alors, j'ajoute que une éolienne, c'est à peu près 1000 tonnes de matériel. Il faut 3000 éoliennes pour faire l'équivalent en masse d'énergie d'une centrale nucléaire. Mais ça veut dire 3 millions de tonnes de matériaux qu'il faut trouver. Donc on retombe sur le problème des ressources naturelles. Et puis, si vous voulez, on prend beaucoup moins de place avec une centrale nucléaire qu'avec 3000 éoliennes. C'est toute une série de problèmes. C'est ce que je disais tout à l'heure. Il faut bien poser le problème dans sa globalité. Ce qui est compliqué, hein, je suis d'accord avec vous, c'est très compliqué. Mais il faut le poser tel que. Et c'est très émotionnel, cette histoire du nucléaire. Hein. C'est pour ça que c'est très... c'est le péché original de Hiroshima. La physique nous donne une loi extraordinaire. Si on ne l'utilise pas, bon, moi je dis, on est fou. Quoi. Bon. Oui, c'est vrai qu'il y a les bombes, c'est vrai qu'il y a les accidents qui peuvent en effet impressionner les opinions. Et est-ce que, est-ce que les énergies de remplacement du nucléaire sont assez fortes pour nous permettre... justement, peut-être même un développement écologique. Je pense par exemple recharger les batteries électriques, quoi. Est-ce qu'on pourra, en se passant du nucléaire, y arriver? On ne pourra se passer du nucléaire que si effectivement on diminue notre consommation énergétique. Enfin, très concrètement, et on revient sur le sujet de la décroissance. De la décroissance, et sur la façon dont nous gérons nos vies. Et c'est pour ça que, enfin, je reparle de la 5G, mais en fait, nous avons aujourd'hui une économie, une industrie nucléaire qui pousse à toujours consommer plus. Puisque, effectivement, ça permet de justifier le fait qu'il va falloir démanteler les anciennes centrales pour pouvoir en reconstruire des nouvelles. Aujourd'hui, dans la construction des nouvelles, on n'est pas encore tout à fait d'équerre, et on a des dérapages, 17 milliards sur Flamanville, qui démontrent encore aujourd'hui qu'on n'a pas manifestement les capacités de pouvoir inventer une nouvelle génération. Donc il faut, à mon sens, là encore, moi je positionne toujours ça sur la question de l'éthique, en fait. Moi, je trouve que c'est un mot, d'ailleurs, dont on utilise très peu aujourd'hui, mais qu'est-ce que l'on veut pour le devenir de nos enfants? Est-ce que l'on veut un monde où on consomme toujours plus et donc sur lequel on a besoin aujourd'hui de l'énergie nucléaire pour pouvoir avoir une vie, je ne sais pas laquelle ils auront plus tard, mais il faut bien
là encore, à partir du moment où on a des limites, à partir du moment où on considère que la santé, que le risque industriel est un enjeu majeur, eh bien, à partir de là, quelles décisions prenons-nous pour faire en sorte que les générations futures puissent vivre correctement dans ce monde, quoi. En fait, c'est pour... Pardon, voilà. si on arrive à montrer, enfin, à faire en sorte que le nucléaire, que les dangers qu'on pressent parfois du nucléaire n'existent plus, et ce qu'on pourrait faire, hein, est-ce que là, vous n'êtes plus dans une position plus idéologique que réaliste? Le risque zéro n'existe pas. Deux, Il effectivement, existe pour rien, la sûreté nucléaire en France, j'ai aucun sujet là-dessus, vous avez entièrement raison, mais dans le monde, ce n'est absolument pas le cas. Et que donc, on peut toujours... Enfin, je pense qu'on a vraiment une exception française sur le sujet, parce qu'on a été réellement moteur là-dessus. Mais autour, ce n'est aujourd'hui absolument pas le cas. Il y a énormément de questions qui se posent. Enfin, on n'a pas encore réglé le problème de Fukushima, et s'il devait y avoir encore un accident nucléaire, enfin, comment allons-nous le gérer? Et la question au final, c'est la santé. La question finale, c'est la question de la santé des générations futures. Donc, quitte à revoir le modèle, et c'est l'objectif que nous nous fixons dès 2022 pour les présidentielles, eh bien, revoyons-le. Et la radicalité, c'est quoi? C'est de traiter le problème à la racine, hein. Nous, il nous semble prioritaire de faire en sorte que les générations futures puissent vivre en bonne santé dans un monde viable. Donc voilà, comment remettons-nous en cause tout ce que nous avons pu mettre et développer aujourd'hui pour que on puisse avoir une vie digne et agréable et plus apaisée et oui, moins violente. On voit bien qu'on n'est pas dans une société, on nous fait, on parle encore du PIB, de la croissance, etc. Mais on voit bien que c'est pas un modèle de société dans lequel on s'épanouit aujourd'hui. Guy Turquet-Borgard là-dessus? Non, mais vous l'avez dit, ça dépend du choix de la société qu'on veut. Oui. Mais faire admettre à l'Europe, aux Français aujourd'hui, qu'on va faire une décroissance, c'est possible. Hein. Je veux dire, les Amish vivent très bien. Ils n'ont pas la science et la technologie qu'on a, mais ils vivent, les Amish. Hein. C'est très possible. Le problème, c'est qu'il faut que les partis politiques arrivent à amener les gens à une forme de croissance différente. Je pense que notre ami Couronne a tout à fait raison. Hein. Il faut vraiment une définition du PIB qui soit pas... Ça, il a tout à fait raison. C'est un problème majeur. Et c'est un discours politique que les gens devraient avoir, d'ailleurs. C'est changer la nature du débat pour qu'il soit plus positif que négatif. Mais si vous voulez, c'est un choix qui doit être politique, qui doit être très très lent. Enfin, qui ne peut être que lent. Donc il faut, si vous voulez dire j'arrête le nucléaire, regardez l'Allemagne. L'Allemagne qui a une électricité qui pollue 10 fois plus que l'Allemagne 10 fois plus que d'autres. Enfin, je veux dire, et nous achète de l'électricité en plus. Oui, enfin, je veux dire, il y a un problème de fond, donc ça ne peut être que transitoire. Oui, c'est pas l'exemple de l'Allemagne. Vous avez tout à fait raison. Le nucléaire a retardé les énergies renouvelables. Ça, c'est un élément objectif. D'ailleurs, 75% d'électricité nucléaire, c'est évidemment aberrant. Le problème, c'est d'aller doucement vers 50, voire même moins. C'est 4% dans le monde, le nucléaire, c'est rien du tout. Hein, bon. Donc, il faut faire moins. Mais je pense qu'il y a une solution. Vous avez dit, il n'y a que la France. Les États-Unis, quand même. Le problème des États-Unis, c'est que c'est privé. Alors, investir dans le nucléaire privé, c'est compliqué. Donc, ça ne se fait pas, quoi, tout simplement, pour des raisons. Vous avez vu ce que, pas Steve Jobs, mais Bill Gates fait. Il essaye d'investir dans les petits réacteurs. Il y a des solutions. Mais c'est vrai que ça prendra du temps, vous avez raison. Moi, 2050, j'ai du mal à y croire, mais je suis d'accord avec vous, il faut baisser le nucléaire en France. Il n'y a pas photo. Mais on ne peut pas s'en passer, à mon avis, dans le monde entier. Le problème, c'est pour la raison de la physique, pour les lois de la physique, les lois de la nature. Depuis 70, un rapport Meadows, on sait que le modèle nous entraîne dans le mur. Et depuis 70, nos dirigeants disent il faut prendre le temps. On ne peut pas imposer ça aux citoyens. Mais sauf que réellement, moi je pense qu'on vit là dans une période assez clé. Quand on voit, moi je pense vraiment la Convention citoyenne. J'ai eu la chance de faire la campagne des régionales avec Annie Pata, qui vraiment était une personne qui vivait tranquillement sa vie dans le modèle économique actuel et qui a été, et elle dit c'est une chance, il y a eu un tirage au sort et tout d'un coup on m'a expliqué et on m'a ouvert les yeux sur qu'est-ce qu'était l'urgence climatique. Et elle a revu finalement sa façon de voir. Et je pense que si on était en capacité de pouvoir, mais tous ensemble, parce qu'effectivement la difficulté c'est quand les écolos disent il faut être radical et réalo et que les autres disent mais non, mais on peut continuer à faire le pire, il faut juste intégrer un petit peu. Il faut à un moment donné que toute la classe politique, parce que c'est sa responsabilité, c'est son devoir de dire aujourd'hui
nous avons des obligations pour les générations futures et donc nous devons aller tous ensemble vers le même sens. Et donc il faut arrêter de financer parfois du progrès. Je suis réellement pour la recherche, mais pas partout, pas pour tout. Il y a des choses qu'on pourrait vraiment faire en sorte que les choses se passent mieux. Et il va falloir le faire de plus en plus rapidement. Donc, mais c'est radical. Quand Sandrine Rousseau dit on va augmenter l'essence de 6% chaque année, aussi... 6 centimes. 6 centimes, oui, 6 centimes, oui, pardon. Chaque année, c'est beaucoup. Hein. Mais ça fait 2 fois, madame, que vous nous dites que les autres partis politiques devraient se saisir de l'écologie. Or, dès qu'un parti politique autre que le vôtre parle d'écologie, tout de suite, vous et vos amis jetez l'anathème sur ce parti politique en disant « Ah, mais ils n'ont pas le droit, mais ils ne sont pas assez à gauche, mais c'est du pipeau, c'est pas vrai, etc. » Donc, vous bloquez vous-même la possibilité pour un autre parti d'avoir des trucs écolo. Il n'y a pas une grande réflexion écolo dans la plupart des partis. Bien sûr que si, tous les partis ont intégré ça. Mais est-ce qu'il y a un seul parti qui est encore là à nier l'évidence? Non, c'est fini. Plus du tout. Est-ce que Macron nie l'évidence? Non. Est-ce que même Anne Hidalgo nie l'évidence et la gauche ou ce qu'il en reste nie l'évidence? Non, pas du tout. Non, mais la transition, ce qu'on appelle la transition écologique aujourd'hui, c'est vrai que c'est probablement pas tout à fait à la hauteur des enjeux qui nous sont posés. Parce qu'il y a aussi un moment où il faut être réaliste. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on ne va pas relancer le débat. Mais quand vous dites qu'il faudrait que les autres partis politiques s'en emparent, dès qu'ils s'en emparent, vous dites que vous n'avez pas le droit de vous en emparer. Ça, je pense pas que c'est dit ça. Bien sûr. J'entendais encore Sandrine Rousseau la dernière fois qui disait oui, mais de toute façon, l'écologie ne peut être qu'à gauche et très à gauche, etc. Bon, très bien. La messe est dite, si c'est ça. Non, l'écologie politique, en fait. Non, mais c'est ça. Les gens vont être un peu perdus. Mais non. S'il y a une écologie, puis une écologie politique, puis une écologie, vous étonnez pas de faire les résultats que vous faites. Enfin, je veux dire, vous ne convaincrez personne. C'est pas possible. Moi, je pense que la question de la justice sociale est aussi importante dans le cheminement et dans la transformation et dans la transition. Là encore, on a toujours eu une prédation des plus riches sur l'exploitation des plus faibles, et que donc l'écologie ne peut pas aller sans la justice sociale. Et moi, je suis conseillère régionale d'opposition de Valérie Pécresse. Elle fait de l'écologie. Effectivement, la loi Allure, nous sommes aujourd'hui amenés à moins consommer d'espace, à désimperméabiliser, etc. Mais elle est au pouvoir aujourd'hui. Enfin, elle a 5 milliards par an pour pouvoir agir. Elle dissémine, on est dans une écologie de petits pas, et donc on ne dit pas « Ah, c'est pas bien, vous n'avez pas le droit de faire de l'écologie ». Au contraire, on demande à ce qu'on en fasse toujours plus, et on met énormément de pression et énormément de rapports de force pour que justement les choses avancent. Et je pense même qu'on a réussi à faire accélérer les choses, mais pas tout seul en tant que parti politique, c'est parce que les concitoyens et les concitoyennes se sont rendus compte qu'il fallait effectivement à un moment donné faire bouger les partis. Mais aujourd'hui, ceux qui sont au pouvoir ne vont pas suffisamment loin, parce que voilà, ils continue à développer un modèle économique, il continue à penser qu'il faut aider Total, les grandes entreprises, mais parce que sinon on perd de l'emploi. Peut-être aussi animé d'un certain réalisme. Je vous interromps parce qu'il nous reste très peu de temps. Salomé Trélu, est-ce que vous êtes prête finalement à changer un peu les modes de vie, votre mode de vie pour aider à la lutte contre le réchauffement climatique notamment? Oui, exactement. Et comme on en discutait tous ensemble, c'est vrai que on voit bien que le nucléaire, sur le long terme, ça ne peut pas fonctionner techniquement. Après, ce qui pourrait être intéressant, c'est aussi de regarder chez nos voisins. Techniquement, si. Techniquement, mais plutôt au niveau de la disponibilité des ressources qui permettent de le faire fonctionner. On voit que c'est un peu limité sur la longue durée. Ce qui pourrait être intéressant, c'est d'aller regarder chez nos voisins comment ils procèdent, et notamment au Royaume-Uni. Ils ont mis en place un système d'éolien en mer qui est assez important et assez performant. Et on voit que nous, en France, on a des projets qui se développent notamment en Manche, mais qui mettent du temps à se mettre en place, qui sont énormément contestés, sur lesquels il n'y a pas forcément de consensus politique et sur lesquels l'avancée des projets est très compliquée. Et je me demande si, au fond, ce ne serait pas un système politique qu'il faudrait remettre en cause dès la racine, pour permettre, dès que des projets sont votés et dès qu'il y a une volonté de mise en place, pour permettre à ce projet d'aboutir techniquement assez rapidement. Parce qu'on voit par exemple sur des projets en Manche-Mer du Nord, ça fait déjà 4-5 ans qu'on en discute, il n'y a aucune éolienne pour l'instant qui est en place, et c'est pas prêt. Parce qu'il y a eu des recours, il y a aussi des procédures qui sont un peu compliquées. Il est quand même pas anormal que la population puisse donner son avis sur un sujet aussi important. En effet. Enfin, que les pêcheurs puissent avoir un droit de regard là-dessus, ça ne me paraît pas aberrant.
Le modèle anglais est un modèle extrêmement cohérent et il y a une partie nucléaire, une partie éolienne. Oui. Une partie éolienne est très forte. Hein. C'est incroyable d'ailleurs les investissements qu'ils font dans l'EPR avec nos amis chinois, entre guillemets. Oui. Donc attention, c'est un modèle. Pourquoi ? Ouais. Parce que le nucléaire c'est permanent. C'est le problème de l'éolien et du solaire, c'est que c'est transitoire, c'est sa faiblesse. Le nucléaire c'est permanent, ça émet pas de CO2 et il y a quand même un peu de ressources. Enfin, il y a quand même plusieurs siècles quand même. Hein. Donc non, le modèle anglais est un modèle très équilibré et pas du tout anti-nucléaire. Hein. Oui, mais il pourrait être intéressant de s'en aspirer au niveau des éoliens. Ah bah moi je suis pour le modèle c'est anglais. beau, hein. Parce que le nucléaire n'est pas très contesté. Allez, dernière, à moins que Vincent, en un mot, vous voulez mais juste un mot sur cette question. Oui, juste un mot. De toute façon, j'ai pas grand-chose à dire, je crois, sur ce sujet, parce que moi, en tant que juriste, je sais pas si j'ai forcément quelque chose. Alors on passe. J'ai juste une dernière question à vous poser à tous, alors, si vous êtes d'accord. Allez, tac, c'est la troisième partie. Et aussi, alors, est-ce que vous avez regardé le débat Zemmour-Mélenchon? Mais non, ben moi non. Non, mais, Non. non, est-ce que, voilà, c'est un problème. C'est-à-dire, l'audience, elle a fait 4 fois plus, ils ont fait 4 fois plus que Valérie Pécresse qui était sur France 2. Est-ce que c'est pas un problème quand même, je veux dire, ces débats, la foire d'empoigne, quoi, vous parliez de la raison tout à l'heure. Ah oui, moi, il y a un livre qu'il faut absolument lire, ce livre s'appelle La société de défiance, c'était fait par 2 économistes, qui montrent la défiance que la France, en partie par rapport aux autres pays européens, a par rapport à sa classe politique, quoi. Et ça, c'est un problème majeur, hein, c'est un problème absolument majeur. Oui, on a vu, il y avait des enquêtes, le gouvernement français était le plus déconsidéré de tous les gouvernements européens. Corporatisme et conservatisme sont les 2 problèmes dans le livre, hein, soulignés. Bon, et finalement, les gens, ils écoutent Zemmour parce que quelque part, ils se disent, par rapport à cette défiance, est-ce qu'il n'est pas l'homme qui peut entrer au musée? Et puis en plus, il a un discours très discursif, il démontre ce qu'il dit. Je dis pas moi, je suis pas d'accord avec tout ce qu'il dit, mais au moins, il essaye de le démontrer, il l'affirme pas, etc. Tout à fait. Mais moi, j'ai pas écouté le débat, donc je suis. Et ce débat était tout sauf une foire d'empoigne. C'était. Non. C'est pas un débat, chacun va. On a tous cru qu'ils allaient s'écharper, etc. Pas du tout. Mais non, mais ils avaient tous les 2 intérêt à débattre. Donc... Mais bien sûr. Et en plus, on a vu pour une fois, Dieu sait si je porte pas aucun des 2 dans mon cas, mais des gens qui avaient un petit peu réfléchi, qui avaient un minimum de culture, que ce soit Mélenchon comme Zemmour, on avait enfin l'impression qu'il y avait des gens qui avaient un petit peu lu quelques livres avant d'arriver à la télévision. Vincent, là, tu mets en 10 secondes parce qu'il faut qu'on arrête. Oui, j'ai regardé le débat. C'est vrai que c'était un débat quand même, assez posé. Je suis assez d'accord avec Jean-Charles là-dessus. En revanche, moi, je trouve que le contraste avec l'Allemagne est assez saisissant. Où en Allemagne, on a une campagne qui s'est faite beaucoup au centre, alors qu'en France, elle se fait de plus en plus sur les extrêmes. Et je pense que c'est clairement dû à nos différences de modèle. C'est-à-dire qu'en France, on va élire une personne. Voilà, on va élire une personne qui va en fait être seule au pouvoir, alors qu'en Allemagne, on va élire une personne qui va devoir faire des compromis avec les autres partis. Merci beaucoup, merci à tous. Vincent Couronne, on se retrouve la semaine prochaine pour parler de politique et de religion à propos de l'apparition du livre des surligueurs. Merci beaucoup Ghislaine Sonnet, merci Jean-Charles Lajoigny, merci beaucoup Salomé Trélu et merci beaucoup Guy Turquet de Borgard et à très vite pour un nouveau numéro de PAF, donc politique et religion. Là.